Bonjour à tous, donc nous allons pouvoir commencer le webinaire. Ceci est l'épisode 3 du cycle des webinaires qui s'appelle Un audit de sécurité, ça sert à quoi? Et le webinaire d'aujourd'hui concerne l'audit interne. Donc avant de débuter, je vais faire une présentation de Certiliance et de moi-même. Donc, Certiliance est une agence d'experts en sécurité informatique indépendante créée en 2008, qui fête ses 10 ans cette année. Certiliance accompagne les grands groupes et les entreprises de l'Internet dans la mise en place de solutions offensives et défensives de cybersécurité. Elle a 3 grands métiers, l'audit de sécurité, l'intégration et l'infogérance. 2 solutions ont été développées in-house, c'est-à-dire en interne. Le premier, CertiAware, qui est une solution de sensibilisation avec simulation d'attaque par phishing et programme d'e-learning de sensibilisation des utilisateurs. Et le deuxième, qui est CertiLink, solution de sécurisation des flux des accès Internet et des connexions intersites. Moi-même, donc Kevin Denis, responsable du pôle audit, je suis chez Certiliance depuis 1 an et demi et mon rôle consiste à gérer notre équipe d'auditeurs de sécurité, de planifier et de suivre les audits de sécurité et d'assurer le suivi technique des projets. Alors, ce cycle de webinaire s'appelle Un audit. Pourquoi? Je vais démarrer par une petite définition qui provient de Wikipédia et qui dit un audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur les états, le contrôle, l'organisation, la procédure ou une opération quelconque d'une entité. Donc là-dedans, il y a des mots qui sont vraiment importants et intéressants. C'est expertise professionnelle effectuée, c'est agent compétent et qui aboutit à un jugement. Donc c'est vraiment un regard impartial, compétent d'un expert et qui produit un jugement. Ce webinaire, c'est le 3e du cycle. Je vais donner un petit résumé des 2 premiers. Le premier concernait l'audit plus particulièrement. On peut le résumer par une citation de Sun Tzu qui est « Connais-toi toi-même, connais ton ennemi, tu remporteras 100 victoires sur 100 batailles ». Faites un audit, vous connaîtrez bien, vous connaîtrez l'attaquant, et donc vous serez plus à même de vous défendre. Et le deuxième webinaire concernait l'audit externe. L'audit externe permet d'évaluer ses défenses vis-à-vis des attaques provenant d'Internet. Aujourd'hui, tout le monde est connecté sur Internet, donc n'importe qui sur Internet peut vous attaquer à travers ce réseau. Aujourd'hui, c'est l'audit interne. Alors, l'agenda de ce webinaire, donc tout d'abord, si vous avez regardé le webinaire précédent ou si vous l'avez vu sur YouTube, on parlait de l'audit externe. Aujourd'hui, on parle de l'audit interne, donc nous allons démarrer par les différences entre les audits internes et externes. Nous verrons que l'audit interne, il y a vraiment 2 grandes catégories d'audit interne. Le premier qu'on appelle plutôt visiteur malveillant et le second plutôt employé malveillant. Et enfin, nous verrons quels bénéfices une entreprise qui fait un audit interne peut en retirer. Alors, tout d'abord la différence entre l'interne et l'externe. Alors souvent, on pense que le réseau interne, il est maîtrisé, donc il est sûr, il est fiable. Donc ce réseau est de confiance, il est manipulé et utilisé par des utilisateurs uniquement de confiance, donc la sécurité finalement c'est quelque chose qui est très secondaire, c'est pas très important, on peut ouvrir tous les accès en grand, les mises à jour de fait sont inutiles parce qu'il n'y a pas d'attaque, donc il n'y a pas besoin de faire de mise à jour. Ensuite, ce qui est assez souvent vrai, on fait primer le fonctionnel sur la sécurité, donc tout est ouvert, les gens travaillent, tous les protocoles se communiquent entre eux, toutes les machines communiquent entre eux, tout va bien. Mais on se rend compte que malheureusement c'est une idée qui ne tient pas la route, n'arrive pas à résister à l'épreuve des faits. C'est une idée quand même qui est assez fausse. On se rend compte de l'extrême porosité finalement entre l'interne et l'externe. L'externe, contrairement à ce qu'on croit, l'externe qu'on imagine comme étant un internet contenant plusieurs pirates qui vous en veulent, qui veulent vous attaquer, plusieurs attaquants qui sont présents, finalement ils sont également un petit peu présents dans votre réseau interne également. Ce qui se passe souvent, c'est qu'un pirate, suite à une attaque externe, réussit à prendre le contrôle d'une machine interne et donc réussit à avoir déjà un premier pied dans le réseau. Une machine externe a été mal sécurisée, il en prend le contrôle et il rentre dans votre réseau interne en tant qu'attaquant. Ensuite, aujourd'hui, tout le monde ou presque utilise des connexions Wi-Fi. Le Wi-Fi ne se fait pas arrêter effectivement par les murs, donc quelqu'un à proximité de votre entreprise peut se connecter. Alors je parle pas trop du Wi-Fi parce que ça sera le thème d'un prochain webinaire spécialement dédié sur le sujet, donc on passe à l'item suivant. On a également assez souvent des portables, ordinateurs portables, des gens ils les déconnectent du réseau interne
ils le mettent chez eux, sur d'autres réseaux, sur des Wi-Fi ouverts un petit peu au public, ils se font infecter leur machine, la machine revient sur le réseau interne, et donc vous avez fait rentrer sur le réseau interne des virus ou des personnes qui ont pris le contrôle de cette machine à distance et qui sont effectivement sur le réseau interne. Et enfin, on a des utilisateurs qui peuvent être malveillants ou ce qu'on dit quelquefois un petit peu trop curieux. Ils veulent essayer de gratter un petit peu de partout dans le réseau interne, voir à quoi ils ont droit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent explorer, et ce genre de choses. Donc assez souvent on considère que le niveau d'exposition du réseau interne est tout de même inférieur aux attaques externes. Sur Internet, vous êtes scanné en permanence comme on a vu dans le webinaire précédent, mais le risque d'une attaque réussie sur le réseau interne est largement supérieur. Les deux types d'audits internes que nous faisons à Certiliance, alors le premier, nous l'appelons, c'est l'audit type visiteur malveillant. Donc c'est un audit effectivement qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, enfin l'idée de base est peut-être un petit peu contre-intuitive, mais suite à ce que je vous disais dans la slide précédente, il faut quand même imaginer qu'un attaquant a déjà un pied sur votre réseau interne, qui est déjà connecté. Donc dans le principe, on fournit à l'auditeur un câble réseau et il démarre son lead de là. Donc ça permet de bien répondre au risque précédent, une machine infectée est connectée sur votre réseau, quelqu'un arrive par le Wi-Fi, un attaquant a pris le contrôle d'une machine interne, ce genre d'informations. On dit visiteur malveillant, quelquefois ça arrive que les auditeurs se déplacent dans les locaux, regardent un petit peu les post-it accrochés au bureau, ils peuvent lire des mots de passe, ils peuvent voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ce scénario, c'est un scénario qui est très très proche de la réalité, même si au début je vous disais c'est un petit peu contre-intuitif d'imaginer qu'un visiteur soit malveillant. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles ça se produit. Typiquement, c'est vous recevez un client, le client demande un accès au réseau, donc filaire ou Wi-Fi, vous lui fournissez un accès au réseau et il peut commencer à explorer tout le brin de réseau que vous lui avez fourni et voir ce qu'il peut faire. Il y a également de plus en plus des arrivées de ce qu'on appelle de l'IoT, c'est-à-dire c'est des machines connectées à Internet, ça peut être une webcam, ça peut être des armes incendie, ça peut être des imprimantes, ça peut être tout ce genre de matériel. Un prestataire arrive, vous l'installe, il vous demande à le connecter au réseau parce qu'il y a besoin d'aller chercher des mises à jour sur Internet, et vous avez une machine non maîtrisée qui est connectée à Internet, et qui également peut commencer à scanner le brin de réseau sur lequel elle est connectée. Comme je vous disais dans la slide précédente, ça peut être l'arrivée d'un PC portable infecté, donc infecté à l'extérieur, que vous rembrachez à l'intérieur, ou l'autre type d'infection qu'on voit arriver, c'est le branchement d'une clé USB infectée. Quelqu'un prend une clé USB, on échange des clés USB, dessus un virus, il la met sur son poste, il clique dessus et la machine devient infectée. Donc l'arrivée d'un attaquant via le Wi-Fi, si le Wi-Fi n'est pas sécurisé, encore une fois il arrive. Et le dernier cas qui peut arriver, c'est la connexion d'un compte suite à un vol d'identifiant. Donc l'entreprise fournit des connexions VPN aux collaborateurs pour qu'ils puissent se connecter au réseau interne, et un collaborateur se fait voler ses identifiants ou se fait voler l'ordinateur portable qui contient les identifiants, et l'attaquant donc a déjà, encore une fois, un pied dans votre réseau interne. Je vais donner un petit exemple qui est arrivé, qui reprend effectivement le concept de l'idée fausse que je vous donnais au-dessus. Je reparle de WannaCry, donc c'était un ransomware qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a infecté énormément de machines en un temps extrêmement court, et ce ransomware bloquait les machines avec la petite fenêtre que vous pouvez voir à droite. Tous les fichiers sont chiffrés, vous ne pouvez pas travailler et vous devez payer une rançon pour récupérer vos fichiers. Et il se trouve que beaucoup d'usines ont été bloquées, entre autres en passant toutes les entreprises classiques, tous les particuliers qui ont pu être infectés, et on s'est rendu compte après coup que des usines ont été bloquées. Ces usines étaient censées être déconnectées d'Internet, donc la sécurité était forcément moins assurée, les mises à jour n'étaient pas faites, les gens disaient c'est finalement pas très grave, et il a suffi d'une machine infectée qui était branchée sur une des pattes internes du réseau pour propager le virus. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple des usines chez Renault n'avaient pas pu reprendre le travail le lundi matin parce qu'effectivement elles étaient infectées ou elles étaient restées déconnectées pour éviter la propagation. Donc une perte de production assez nette, seulement parce que je pense que les administrateurs étaient partis de l'idée de se dire bon, c'est un réseau interne, c'est sûr, donc on n'a pas besoin de faire des mises à jour. Et ça montre que effectivement pas du tout. Le deuxième type d'audit, c'est c'est l'audit type employé ou stagiaire malveillant, et on se rend compte, il y a eu des statistiques et des analyses qui ont été faites dessus, la plus grande menace pour un réseau interne
Reste encore la malveillance. Alors, malveillance, c'est un mot un petit peu fort. On utilise les mots employés malveillants. Ça peut également être des employés mécontents, donc qui n'ont pas reçu une promotion, mécontents des choix stratégiques de l'entreprise, mécontents pour toute autre raison, ou également des employés qui peuvent être quelquefois seulement trop curieux. On va chercher, tiens, qu'est-ce que c'est, quel est ce partage, tiens, c'est les RH, quels sont les documents accessibles des RH, etc., etc. Et souvent dans les entreprises, on constate que les employés peuvent cumuler des casquettes, qui peuvent être à la fois administrateur de sauvegarde, administrateur, et puis comptable, et puis etc., etc. Et l'addition de ces droits, finalement, aboutit à des privilèges qui sont beaucoup, beaucoup trop importants. Donc pour analyser et pour auditer ces situations, généralement on fournit à l'auditeur un PC standard de l'entreprise avec un compte d'accès standard, que ce soit un compte employé, administratif, stagiaire, développeur, etc., etc. Et l'auditeur donc tente à partir de ce premier compte d'accès, cette première authentification sur le réseau, il va essayer de progresser dans le réseau et obtenir des droits les plus élevés possibles et des informations les plus confidentielles possibles. Donc en mode effectivement curiosité ou malveillance. Donc recherche d'informations. Je vous donne un exemple qu'on a pu voir. C'est dans une entreprise, un employé qui découvre un petit peu par hasard un outil qui s'appelle Kill Apache. Donc il faut savoir qu'Apache c'est un serveur web, qui sert des pages web, et Kill en anglais c'est tue, donc je veux dire tue Apache. Et de manière totalement fortuite, il décide de l'essayer. Il décide de l'essayer sur le wiki de l'entreprise. Il essaie sans plus un soir juste avant de partir à 17h. Et il se dit tiens je vais voir ce qui se passe. Il clique sur le logiciel, il met le wiki dedans. Et je dis tiens pourquoi pas essayer. Il se trouve que ce soir c'est aussi le soir de livraison d'un logiciel pour un client. L'outil a très très bien marché. Vu son nom, le serveur wiki est complètement tombé. Dans sa chute, il a fait tomber le SX. Alors le SX, on a effectivement une machine physique qui héberge plusieurs machines virtuelles. Une machine virtuelle, c'était le wiki, et en s'effondrant, elle a même réussi à faire tomber carrément le SX complet, ce qui a paralysé une bonne partie de la production, et la livraison donc, que le client attendait du logiciel n'a pas pu se faire en raison effectivement de la paralysie. Donc comme quoi un employé en interne, par une curiosité très déplacé, juste en essayant un outil qu'il trouve sur internet, peut paralyser la livraison d'un logiciel. J'ai un autre exemple chez Tesla. Donc vous devez connaître Tesla, c'est la société d'Elon Musk qui fait aussi SpaceX et les voitures Tesla, les voitures électriques haut de gamme. Et dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un employé de chez Tesla justement qui avait plusieurs casquettes dans l'entreprise. Il a eu des droits un petit peu trop élevés. Il a lu les documents confidentiels de l'entreprise. Il a choisi de les publier sur internet et de les envoyer un petit peu de partout. Et ça fait une très mauvaise publicité pour Tesla. C'est des informations qui auraient dû rester confidentielles. Et l'action de Tesla a chuté de 5% en bourse. Donc il y a eu un petit dévissage. Elon Musk a dû prendre les choses en main, faire des contre-communiqués, envoyer faire des informations de presse, tout ça uniquement parce qu'un employé a bénéficié d'un petit peu trop de droits sur un réseau et a pu accéder à des informations confidentielles. Alors ces deux types d'audits, nous les faisons en 5 phases. Pour l'audit interne, nous avons recherche d'informations passives, puis recherche d'informations actives, recherche de vulnérabilité, exploitation des vulnérabilités et l'évaluation et la synthèse. Alors première partie, recherche d'informations passives, c'est une phase qui est transparente, aucun contact agressif avec le système cible, on cherche un petit peu sur internet des fuites d'informations involontaires. Cette phase va généralement assez vite. Comme je vous disais, on a déjà un pied dans le réseau, qu'on soit auditeur malveillant ou visiteur malveillant, on est déjà en interne, on peut chercher sur internet, voir si on peut voir quelques technologies, peut-être récupérer quelques mots de passe s'ils ont fuité sur internet, mais c'est souvent assez rapide. La deuxième, qui est la recherche d'informations actives, c'est vraiment le premier contact avec le système d'information, et le but de cette recherche d'informations, c'est vraiment une cartographie. En tant qu'employé malveillant ou visiteur malveillant, on a un pied dans le réseau, on va essayer de cartographier à partir de cet accès le maximum de données qu'on peut récupérer. Donc on va utiliser des outils de scan, on parcourt le réseau, on accède au serveur de fichiers, on vérifie les droits en tant qu'employé, à quel droit on a accès. Si on est en visiteur, on regarde s'il y a des droits anonymes non authentifiés, si on peut accéder à des informations. Et l'idée effectivement de cette recherche d'informations active, c'est de terminer avec vraiment la meilleure cartographie possible. On a toutes les opérations sur le droit mises en place,
toutes les informations sur le filtrage et sur les services accessibles depuis le point réseau sur qui on est connecté, maximum d'informations sur la segmentation mise en place, est-ce qu'on peut se passer d'un réseau interne à un autre réseau interne, et cette cartographie, évidemment, ça dépend du type d'audit, puisque assez souvent un employé malveillant a plus de droits, donc plus circule sur le réseau qu'un visiteur malveillant. Nous, les auditeurs, cherchons ensuite les vulnérabilités. On utilise des méthodologies OWASP pour tout ce qui est web ou OSSTMM pour tout ce qui est pour service open source ou service propriétaire. C'est un contact un petit peu plus agressif. On essaie de détecter les versions, regarder un petit peu ce qui est accessible, on regarde s'il y a des failles qui ont été publiées, donc on cherche effectivement dans toutes les bases de données publiques d'exploit ce qu'on peut utiliser. On vérifie assez souvent si les systèmes sont à jour, parce que plus un système est ancien, plus il y a de chances qu'une vulnérabilité ait été publiée et puisse être utile à l'attaquant, et on utilise. Donc ça donne, on cherche toutes ces vulnérabilités. Par exemple, un serveur Tomcat utilise le mot de passe par défaut Tomcat, l'auditeur le détecte, il en prend note et il le référence. Un deuxième, il trouve Eternal Blue sur une machine. Eternal Blue, c'est une faille qui permet de prendre le contrôle total d'une machine Windows sans droit de manière anonyme, et suffit de l'attaquer pour en prendre le contrôle total. C'est une faille assez grave, qui a été patchée il y a à peu près 18 mois. Si l'on trouve encore une qui n'est pas patchée, il l'indique dans son rapport également. Donc ces vulnérabilités, il va les exploiter, c'est un petit peu comme la finalité technique du test de l'audit intrusif. Ces exploitations dépendent vraiment des actifs d'entreprise, de ce qui a été demandé pour l'audit. Si on a demandé plutôt de la recherche de documents confidentiels, par exemple, est-ce qu'il y a un client qui se connecte au réseau, est-ce qu'il peut accéder aux documents confidentiels facilement sur le réseau d'entreprise, ou est-ce qu'un attaquant motivé peut prendre le contrôle total du domaine Windows d'entreprise et de tous les équipements. Ça peut reboucler si l'auditeur réussit à trouver un nouveau réseau, il y a des nouvelles cibles, donc il va rechercher des vulnérabilités, réexploiter des vulnérabilités, et il continue pour essayer de progresser et acquérir le maximum de droits, le maximum d'informations qui peuvent être critiques pour vous. L'audit se termine par la rédaction du rapport, c'est très important. Chacune des vulnérabilités est revue, triée, mesurée selon le domaine cible. Si par exemple l'auditeur prend le contrôle total d'un serveur qui est obsolète, qui est dans un coin, qui contient aucune information, il va dire effectivement c'est une vulnérabilité mineure, il ne devrait pas prendre le contrôle d'un serveur, mais comme il n'y a rien dessus, on le laisse en mineur. Ou si par exemple il réussit à prendre le contrôle partiel d'un serveur, mais qui contient tous vos actifs, toutes vos bases de données clients, tous les projets d'entreprise, il peut le catégoriser en critique, puisqu'effectivement c'est là où sont vos informations. Même s'il n'a pas pu prendre le contrôle total, le petit prise de contrôle qu'il a eu lui a permis d'extraire des documents très confidentiels. Dans ce rapport, à côté de chaque vulnérabilité, il rédige une préconisation qui permet de combler la faille, de bloquer le trou, d'empêcher sa réalisation. Ce rapport vous est envoyé, et ensuite une restitution est faite avec l'auditeur, une slide avec des slides PowerPoint qui reprend effectivement chacune des vulnérabilités du rapport, ou un moment d'échange avec vous dans lequel il peut vous expliquer toutes ces failles. Donc voilà par exemple un exemple de préconisation, donc une petite boîte dans le document. L'auditeur s'est rendu compte qu'il manque du cloisonnement, donc il dit un filtrage entre les différents réseaux paraît être nécessaire, et il prend l'exemple d'une crise virale qui pourrait se propager à l'ensemble du réseau, c'est-à-dire un poste infecté vient sur votre réseau et il infecte absolument tout. Donc quels sont les bénéfices pour votre entreprise ? Alors, qu'est-ce qu'on en retire? On en retire vraiment une photographie à un instant T du moment où l'auditeur est venu, du niveau de sécurité, donc selon l'auditeur où est-ce qu'il était situé, d'une partie ou de toute l'infrastructure interne vue par les utilisateurs. Donc, je range l'employé malveillant ou le visiteur malveillant. Vous obtenez, vous, une liste de vulnérabilités détaillée, explicitée, triée vraiment par importance, avec une préconisation associée pour chacune des vulnérabilités. Alors, ce n'est pas une garantie absolue, ce n'est pas une assurance que vous ne serez jamais piraté, c'est vraiment le point de vue d'un auditeur à un moment sur votre réseau, et sur les risques et vulnérabilités qu'il détecte. Un audit, ce n'est pas une fin, c'est pas parce qu'on a fait un audit, qu'on a mis le rapport sur une étagère que tout est fini. Il faut plutôt voir ça comme vraiment comme un point de départ. Vous avez évalué le niveau de sécurité,
vous avez mesuré, il a été possible de mesurer l'efficacité de la segmentation des droits, des réseaux, etc. Vérifier si vos défenses internes sont adaptées, si l'auditeur dans son audit était bloqué ou pas. Cet audit donc doit entrer dans un cycle de processus et de sécurisation. L'audit, c'est pas fait pour pointer du doigt, c'est pas fait pour dire ça, telle personne, ça va pas ou ça c'est mal fait. C'est vraiment fait de manière objective et impartiale. L'idée c'est vraiment d'améliorer ses défenses, améliorer la fonction du réseau interne, améliorer ce qui peut être amélioré. Il vaut mieux qu'un auditeur vienne se rendre compte que vous avez une faille critique en internal blue et vous le dise dans un rapport avec la manière de s'en protéger plutôt que de l'apprendre par la manière forte quand une crise virale paralyse intégralement votre réseau. Donc ce rapport permet de connaître les faiblesses du réseau local, du réseau interne. Ça rentre, comme je disais, dans un processus, pas une solution unique. L'auditeur mesure et évalue la sécurité du périmètre. Est-ce que votre réseau est fiable? Est-ce que les défenses se relâchent au cours du temps? Le réseau interne a peut-être été installé il y a quelques années. Et au cours du temps, certaines défenses se sont relâchées, des mises à jour n'ont pas été faites, de la segmentation a disparu. Donc l'auditeur permet de vérifier tout ça, vérifier la qualité des défenses, vérifier la segmentation, en prenant la place d'un attaquant malveillant. Donc les bénéfices, c'est mieux connaître votre infrastructure, vous connaîtrez les faiblesses, les points d'entrée éventuels d'un attaquant, par où est-ce qu'il passera pour nuire à votre système informatique. Vous obtenez un rapport complet avec les préconisations associées et ordonnées pour corriger les vulnérabilités détectées par l'auditeur dans le temps imparti de l'audit. Vous allez apprendre à avoir un comportement plus sain pour limiter les possibilités d'intrusion et vous allez pouvoir anticiper la menace avant que l'incident ne survienne. Nous avons les prochains épisodes du cycle de webinaire. Donc l'audit externe et l'audit interne ont été faits. Le suivant, c'est l'audit Wi-Fi et l'audit IoT. Je vous ai dit que l'audit Wi-Fi, c'était un webinaire spécial. Nous mettons l'audit IoT aussi. Vous avez dû comprendre effectivement que c'est un risque relativement important pour l'entreprise d'avoir toutes ces connexions sur votre réseau interne. Et ce webinaire sera fait le 4 octobre. Vous pouvez de toute façon retrouver tous ces webinaires sur notre chaîne YouTube. Le lien est ici. Le webinaire suivant, c'est le Social Engineering. On parlera de phishing d'appels téléphoniques. En décembre, réponse incident. Et le 3 janvier, comment former et pérenniser les bonnes pratiques de sécurité dans l'entreprise. Je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible pour des questions. Vous pouvez les noter dans le chat, je vous répondrai. Merci.